plusieurs psychologues du centre Georges Devreux qui sont là et qui pourront intervenir aussi et dire éventuellement ce qu'ils ont pensé du film, est-ce que ça reflète bien leur pratique et leurs activités. Parce qu'il y a une dizaine de personnes qui viennent du centre qui sont avec nous ce soir. Je vois entre autres des acteurs du film comme Catherine Gransart ou Nathalie Zage qui sont dans le fond de la salle. Alors, j'aimerais savoir en fait comment vous travaillez autour des corps. Hein. Enfin, on voit plein d'instants de danse. Voilà, le corps est un lien de communication sur plein de qui communiquent directement avec l'autre, mais avec l'au-delà. Et donc du coup, dans le centre de Devreux, il y a un travail, je ne sais pas, est-ce que c'est pour des personnes qui vivent en France, dans un contexte où le corps est peu pris en compte. Pas de cette manière-là en tout cas. Voilà, c'est une question. Tu veux réagir ou... Je ne sais pas bien répondre à ça, mais je ne sais pas bien répondre. Je sais pas bien répondre à vos questions. Si je la comprends bien, c'est évident que toutes ces contrepoints qui ont été mis en scène dans le film, en fait, sont des contrepoints, puisque je parle de choses, c'est des paroles. Moi, je fais que des paroles dans ce film. Et en contrepoint, on a montré des rituels de possession, des rituels de transe, etc. Moi, j'ai jamais fait de rituel de transe, je veux dire, et certainement pas à l'université, même si on me l'a reproché, ce qui est faux. Je n'ai jamais fait ça à l'université. Et on m'a même reproché d'avoir sacrifié des poulets à l'université. C'est totalement faux. Je vous dis tout de suite, c'est totalement faux. J'ai jamais sacrifié de poulet à l'université. D'abord parce que le sang du poulet doit revenir à la terre. Il n'y a que du ciment à l'université. Donc on ne peut pas faire ça. Donc alors ça c'est une réponse. D'abord, c'est vrai que les corps que vous voyez dans le film, ce ne sont pas ceux que moi j'ai agités. Ce ne sont pas des corps que moi j'ai agités. Maintenant, bien sûr que le corps on le prête aux divinités à certains moments. Ça je sais, j'ai vu, j'ai participé, j'étais présent, je connais, j'ai vu ça. C'est des choses différentes, quoi. Donc l'idée est que alors je sais pas si je vous réponds, je sais pas bien si je vous réponds. Dans les mondes dont nous parlons ici, on prête son corps à des invisibles non humains. On leur dit, écoute, viens, tu prends tout. Tu prends tout. C'est un acte d'amour. C'est un acte d'amour passionnel, quoi. C'est comme avec un amant absolu, quoi. C'est un amant absolu. Tu prends tout, tu prends mon corps, tu prends mon âme, tu prends tout, vas-y, prends tout. Et hop, la personne s'en va, quoi. Et ça, c'est des moments fabuleux, surtout la première fois. La première fois, c'est-à-dire quelqu'un qui au départ, ça j'ai vu des choses comme ça, et ça m'a beaucoup impressionné. Je ne sais pas si c'est de ça que vous voulez me parler, Ça m'a beaucoup impressionné, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas, qui est juste déprimé, quoi. C'est souvent que ça, c'est-à-dire quelqu'un qui ne peut pas se lever, qui ne peut pas aller bosser, qui ne peut pas s'occuper de ses enfants, qui ne peut pas faire la cuisine. C'est souvent des femmes. Il y a des gens qui ont calculé statistiquement, c'est 80% de femmes. Mais ça veut dire 20% de gens normaux quand même. Donc, non, je blaguais. Bon, non, mais c'est 80% de femmes. Il passe de cet état de profonde prostration, quoi, à tout d'un coup, le corps qu'on a confié à un autre, et qui tout d'un coup s'anime, et quand il s'anime, ça veut dire que l'autre est présent. Et on le voit, après on devient presque un expert, on voit, je regarde des gens comme ça, la façon dont ils tiennent la tête, la façon dont ils mettent le doigt dans la bouche, tout ça. Je vois l'être qui est en train d'être là, présent dans le corps, quoi. Après, on devient presque un expert, quoi. Bon, alors, c'est par là qu'on rentre, c'est-à-dire qu'on apprend à voir les êtres dans les corps. Je ne sais pas si je vous réponds. C'est comme ça que je peux vous répondre. Voilà. Mais si vous voulez dire thérapie corporelle, ce qu'on a parlé de thérapie corporelle, des choses comme ça,
jamais pratiqué ce genre de thérapie. Et j'ai rien contre, hein, je veux dire, mais c'est pas mon métier, quoi, donc je sais pas bien quoi en dire. Non, mais comme ces personnes-là ont aussi une culture qui passe par le corps, en fait. Qui ces personnes non, la danse est passe assez pas plus présente, par le hein. corps que la nôtre. Hein. Elle passe par le corps comme la nôtre passe par le corps, bien sûr. Oui. Je veux dire, bien sûr que comment c'est Mauss qui disait la culture s'approprie le corps. Mauss disait ça. Il disait que Mauss disait, c'est un texte célèbre, quoi. Il disait je sais voir à la façon dont il prend sa fourchette si c'est un Anglais ou un Français. Mauss disait ça. Non, c'est vrai, c'est un beau texte. Et je pense que c'est vrai encore aujourd'hui. Hein. On sait à la façon dont on manie la fourchette de quel monde on provient. Sauf que ça, c'est pas intéressant dit comme ça. Ce qui est intéressant, c'est de dire est-ce que je sais reconnaître le non-humain qui est en train d'agir à travers son corps. Ça, c'est de l'entraînement. Au bout d'un moment, on sait. Bon, ça, je sais faire. Mais comment agiter les corps de manière délibérée pour soigner les gens, je ne sais pas faire. Donc, c'est pas mon métier. Je sais pas quoi en dire. Quoi. Et au fond, ces choses-là que vous avez vues dans le film, qui sont des illustrations, en fait, hein, je dirais que le corps est secondaire hein, dans l'affaire. Hein. Bien sûr que c'est le corps, mais c'est secondaire. On ne cherche pas le corps. Hein. On cherche l'être. On cherche l'être. Comme il se manifeste à travers le corps, on va lire le corps pour repérer l'être, l'identifier et surtout lui demander pourquoi il vient, qui il est, qu'est-ce qu'il vient faire là. Et c'est la question qu'on vient poser à ce corps qui s'agite, quoi. Bon, c'est une autre façon d'entrer en relation. Mais c'est vrai que ce sont des corps déliés. Ce sont des corps un peu moins contraints que les nôtres. C'est-à-dire, nous, on est un peu embarrassés par le pyjama, en fait. Hein. C'est arrivé, vous savez ça. Vous savez que nous, on a inventé le pyjama au 19e siècle pour empêcher les enfants de se masturber. Et c'est resté, quoi. C'est Tissot, hein, ça vient de Tissot, l'invention du pyjama. Et donc, l'invention du pyjama, ça fait qu'on danse pas bien, quoi. Ça, c'est notre affaire, ça. Ça, c'est notre affaire, mais c'est une autre affaire, c'est une autre histoire, quoi. Je vous raconterai ça comme ça. Pardon de vous avoir répondu un peu par Oui. Allez-y. Mais je ne sais pas qui vous êtes, alors je sais pas, vous voulez pas dire. Présentez-vous autant que possible. Oui. Ouais. Bonsoir. I'm English and I was wondering Oh là là, mais tu ne veux pas parler en français comme tout le monde. Oui, bien sûr. L'Amérique, on s'en fout. Moi, je suis de la Grande-Bretagne. Bon, je me demandais. Et justement, c'est la raison pour laquelle tu parles en français. Exactement. Comment vous pensez qu'on vas-y, dis-le en anglais. Hein? C'est ça que je comprends pas. Comment on utilise une fourchette? C'est ma première question. Les Anglais, comment ils utilisent la fourchette? En levant le petit doigt. En levant le petit doigt. Et, c'est comme ça qu'on non, mais ça, je sais pas, hein, mais c'est Marcel Mauss qui disait ça. Moi, je sais pas si c'est vrai, mais c'est vrai que je sais voir à la façon dont il tient ses couverts, si c'est un Anglais ou un Français. Ça, je sais faire ça, moi. Merci. Voilà, non, mais vas-y, pose ta deuxième question. La deuxième question, c'est juste sur l'origine de le mot nazi. Nazi, ouais. Vous avez parlé de ça, ça m'a un peu frappé. Qu'est-ce que vous avez dit par rapport à ça? Qu'est-ce que j'ai dit? Oui. Que vous avez dit, enfin, dans le film, que les nazis avaient donc puisé dans la langue, si j'ai bien compris, dans la langue hébreu. Oui. Nazi. Donc, parce que moi, dans tout ce que j'ai lu, c'est... mais c'est bien, c'est bien le problème que je reproche dans le film, c'est que les gens ne se sont pas renseignés, quoi. Nazi, c'est un mot en hébreu. C'est un sens en hébreu. Nazi, c'est un personnage. Shimshon, comment vous l'appelez en français? Samson. Samson. C'est un nazi. Dans la tradition juive, Samson, c'est un nazi. C'est pour ça qu'on ne lui coupe pas les cheveux. Parce qu'il est dédié à Dieu. Ces personnages qu'on dédie à Dieu depuis l'enfance, qui sont consacrés, mais c'est exact, pardon, c'est le mot exact, c'est consacré, ces personnages consacrés depuis l'enfance. On leur a pas coupé les cheveux, ils ont laissé grandir leurs cheveux depuis l'enfance, ils ont gardé ces cheveux, ces premiers cheveux.
Parce que les premiers cheveux, vous savez, c'est des choses très importantes, hein, les premiers cheveux. Bon, c'est resté un peu chez nous, mais presque plus, quoi. Mais dans des mondes ailleurs, les premiers cheveux, on les recueille. La première fois qu'on coupe les cheveux à un enfant, qu'est-ce qu'on fait? Peut-être certains d'entre vous ont encore ces boucles qui ont été gardées par les grands-mères, des premiers cheveux qu'on a coupés à un enfant, tout ça. C'est-à-dire, c'est resté très très longtemps. Et ça provient du fait que certains enfants sont consacrés, et donc tout de leur corps, et tout particulièrement ces éléments qui sont caducs, les cheveux, les ongles, etc., tout ça appartient à Dieu, et donc on n'a pas le droit de les couper. Ces personnages-là, qui ensuite vont être des hommes de Dieu, c'est-à-dire des hommes au service de Dieu, c'est-à-dire tout ce qu'ils feront, ce ne sera pas pour eux-mêmes, mais pour Dieu, on appelle ça un nazi, en hébreu. Bon, je suis désolé, mais c'est comme ça, c'est la langue qui est comme ça. Si vous voulez, on change la langue, mais jusqu'à présent, c'est toujours comme ça. Pardon. C'est une question, hein, c'est une vraie question. Hein. Pour revenir à la première question qui avait été posée sur le corps, justement, ce que je trouvais intéressant, mal habillé, c'est ça? Ce que je trouvais intéressant dans l'ethnopsychiatrie que tu as pratiquée, c'était souvent s'éloigner, par exemple, d'une théorie de la transe en général, telle qu'elle pouvait être faite d'une certaine manière à une certaine époque, où on faisait des livres sur la transe, comme ça en général, comme si tous les phénomènes de transe étaient la même chose. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que justement, on ne généralisait plus, on cherchait... Non, du tout. Enfin, tu vois, du tout. C'est un peu la réponse, il vous fait, lui, la réponse à la question que vous posiez. Mais c'est vrai, moi j'ai déclenché des transes dans des consultations. Involontairement, toujours. Hein. De toute façon, une transe, ça se déclenche toujours involontairement. C'est-à-dire, les gens qui vous disent « je sais comment on déclenche une transe », c'est des menteurs. Hein. Je veux dire, personne ne sait comment ça se déclenche. C'est-à-dire que le non-humain vient quand il veut, quoi. C'est lui qui veut. C'est lui qui veut venir. C'est précisément pour ça que c'est un non-humain. Donc, il m'était déjà arrivé... J'ai raconté ça dans des bouquins, mais je me souviens avoir eu des affaires qui m'ont impressionné, comme ça, où j'avais un patient et puis je commençais à avoir une relation avec lui, et tout d'un coup, il y avait un autre être qui se présentait par son corps, quoi. Et à ce moment-là, ce qui m'intéresse, c'est pas tellement que le corps entre en transe. Je suis désolé, mais j'imagine que vous vous intéressez à la danse, à la possibilité que le corps a d'exprimer des émotions, etc. Je suis assez opaque à ça parce que je suis pas un professionnel de ça. Donc ce que je sais, c'est si je m'intéresse à l'être qui apparaît. Qui c'est? Qui est-il? Qui est-il et qu'est-ce qu'il vient faire là? Et je me suis battu avec des êtres. Et donc je peux vous raconter ce que mon corps a fait, mais je ne sais pas raconter ce qu'a fait le corps de l'autre. Je peux vous raconter ce que mon corps a fait. Je n'ai pas compris comment il m'a donné un coup de pied dans les couilles, quoi. J'ai pas compris, parce qu'il était là, la patiente, elle était là, elle était à peu près là où est le caméraman, là. Et hop, j'ai reçu un coup dans les couilles. Alors j'ai dit, mais comment il a fait ça, quoi? Et donc, je me suis posé la question sur cet être. Qu'est-ce que c'est que cet être? Donc c'est mon corps à moi qui a réagi, pas le corps de l'autre. Voilà, c'est plutôt comme ça que je raconterai les choses. Ça vous paraît bizarre parce que Non, pas du tout, mais la transe aussi, chose qui m'intéresse. Voilà. Et justement, enfin, si vous dites qu'il y a plusieurs types de transe, voilà, parce que c'est un langage assez... oui, alors c'est vrai qu'à ce moment-là, il y avait des textes, la passade. Bon, la passade, c'est un problème, la passade. Moi, la première fois que j'ai rencontré la passade, c'était en 68, et il y avait un type qui écrivait sur le mur, c'était en 68, tu vois, et il y a des gens qui écrivaient sur les murs à ce moment-là. Et il y a un type qui écrivait sur les murs « La passade est un con ». Alors, je lui dis « Mais pourquoi t'écris ça ?» Il me dit « Mais la passade, c'est moi !» C'est la première fois que j'ai rencontré la passade. Non, mais c'est vrai, je vous assure. Et donc, c'est la passade, quoi. Il a écrit des choses comme ça, il a écrit beaucoup de choses comme ça, et en fait, je crois qu'il simplifiait les choses, la passade. Et il essayait de trouver des corrélations entre des choses qui n'ont pas de corrélation naturelle, quoi. Et ça s'est assis sur une théorie qui a fait beaucoup de mal à ma profession, je trouve. C'est la théorie des états modifiés de conscience, quoi.
C'est-à-dire qu'on pourrait traverser tous des états modifiés de conscience, et ça s'appelle la transe, et on pourrait l'induire, on peut réinduire ces états modifiés de conscience à l'aide de techniques, et que ces états modifiés de conscience d'ailleurs peuvent se mesurer, se voir à l'électroencéphalogramme, etc. Tout ça, c'est pas vrai, quoi. Je veux dire, on sait que c'est pas vrai. Ce qui est intéressant dans la transe, c'est qui est là. Qui est là? La question de la transe, c'est qui est là? Alors, qui est là? Là, oui, je peux vous raconter des choses sur qui est là. Maintenant, comment il fait, qu'est-ce qui bouge, est-ce que c'est les pieds, les mains, les bras, dans quel mouvement, etc. Je ne sais pas dire parce que je ne suis pas un professionnel de la danse, mais je sais qu'il y a des vrais professionnels que ça intéresse. Hein. Et c'est intéressant en soi, mais ce n'est pas le problème de la transe. Le problème de la transe, c'est de laisser la place à un inconnu, un non-humain inconnu que je vais identifier par les mouvements et les paroles qu'il va dire. Parce que vous savez que la transe, c'est beaucoup aussi des paroles, quoi. C'est des paroles, c'est-à-dire qu'il commence à parler, pas forcément dans une langue que je connais, pas forcément avec des phrases compréhensibles. Et là, ça commence à devenir mon métier. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Oui, allez-y. Attendez, on va vous passer. Allez-y, on va vous passer le micro. Je pense que ça peut aller. Non, mais c'est pour passer enregistré pour les archives. Pour les archives de Louise Michel. Oui, il faudrait dire un mot de Louise Michel. Ah, bon, d'accord. Qui va peut-être s'exprimer aussi, Louise Michel. Vas-y. Allez-y. Ces réactions de trans, est-ce que vous les avez observées, enfin cette présence du monde humain, est-ce que vous les avez observées chez des Européens, justement, sûrement? C'est une bonne question. Passez le micro. C'est une bonne question. Je suis pas sûr que je sache répondre à cette question, quoi. C'est une bonne question. C'est une bonne question. D'abord, je ne sais pas très bien ce que sont les Européens. Les Européens, avant, ils étaient normaux, avant d'être Européens. Hein. Bon. Donc, souvent, ils viennent de quelque part, quoi. Par exemple, les Européens, vous avez une Européenne à côté de vous, c'est une Bretonne, quoi. Et donc, lorsqu'elle est bretonne, je suis sûr qu'elle peut rentrer en France. Hein. Mais quand elle est européenne, je ne suis pas sûr. Hein. Donc, il y a plein de noyaux comme ça. Il y a plein de noyaux, et ces noyaux-là se manifestent de manière surprenante, quoi. Bon, les Bretons, je suis allé les voir il n'y a pas longtemps, et je les ai vus se manifester. Bon, ça n'allait pas jusqu'à la transe, mais bon, c'était pas loin quand même. Hein. Bon, oui, mais la différence de ce qui est montré dans ce film, c'est que c'est fait de manière professionnelle et selon une codification. C'est une codification. C'est-à-dire, ce qui m'a, moi, beaucoup frappé, c'est qu'une transe se déclenche quand il y a plein de monde autour. C'est-à-dire, c'est même la condition de la transe. Hein. La condition de la transe, c'est pas du tout ni les tambours, ni la musique, ni le fait qu'on dit « vas-y, tu vas tomber », machin, etc. Tout ça, c'est de la blague, c'est de la mise en scène, quoi. L'essentiel, c'est qu'il y ait un cercle et que le cercle soit fermé. C'est-à-dire, l'espace dit tu es protégé, tu vas pouvoir faire des choses que tu ne fais pas d'habitude, et c'est sans danger. C'est l'espace qui dit c'est sans danger. Et vous verrez, tous les espaces de transe sont construits de la même façon. En Afrique, je parle de l'Afrique, hein, c'est un cercle de gens qui entourent quelqu'un. Et ce cercle, vous avez un premier cercle de professionnels, ce sont des professionnels, souvent des gens qui sont déjà entrés en transe, plus des musiciens, plus la famille, plus tout ça, ça constitue une sorte de carapace comme ça. Au-delà, c'est des curieux, des badauds, des gens qui viennent regarder, etc. Et ça fait des cercles concentriques comme ça. Mais ceux qui sont tout près, quoi, tout près de la personne, sont tout près de lui, et qui l'entourent comme ça, et qui rendent la transe possible, c'est des professionnels. Hein. Et tous ces gens-là, ils disent, vas-y, t'es protégé. Tu peux lâcher, t'es protégé. Tu peux lâcher ton corps, tu peux le prêter à quelqu'un d'autre. Tu peux lâcher ton corps, tu peux lâcher ton âme, parce que l'âme aussi, on la prête. Hein. Tu peux lâcher ta bouche, tu la récupéreras après. On est les garants de ça. Et ça, c'est la transe. Hein. Et ça, bon, alors peut-être que ça existe en Bretagne, mais ça, j'ai pas vu en Bretagne, ils ne savent plus bien faire ça, quoi, par exemple. Hein. Donc les Européens sont tout prêts à entrer en transe, mais on leur a pas aménagé les espaces qu'il faut, quoi. Je vous répondrai comme ça.
sais pas si c'est clair ce que je vous dis. Et il leur faut un espace où ils sont sûrs de pouvoir revenir. Allez-y. Mais vous-même, est-ce que vous avez eu... Qu'est-ce que vous voulez savoir? Est-ce que vous avez eu à traiter des non-africains? Est-ce que j'ai... Est-ce que vous avez eu à traiter, à bien soigner sûr, tout le des temps. non-africains? Tout le temps, bien sûr, je vois des gens de partout. Enfin, j'ai vu des gens de partout. J'ai vu des gens de partout. J'ai vu beaucoup aussi des gens qui ne savent pas d'où ils sont, comme vous et moi, quoi, enfin, qui ne savent plus d'où ils sont, c'est-à-dire où leur noyau est un peu dilué, comme ça, même si à un moment donné ils sont reconnaissants, puis un troisième, tout ça. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Les mêmes mécanismes fonctionnent, mais peut-être pas sous forme de transe. La transe dans cette situation, la transe est c'est déjà une organisation déjà organisée, quoi. C'est structuré, quoi. Pour vous donner un exemple, il y avait des transes. L'Europe avait des transes, hein. L'Europe avait des transes. C'était même une de ses richesses, quoi. Je veux dire, je sais pas, pour autant qu'on dise que la Grèce c'est l'Europe, la Grèce c'est l'Europe. Bon, enfin, je ne sais pas où on en est aujourd'hui, mais la Grèce, je veux dire, c'est quand même le monde de la transe, quoi. Vous aviez deux grandes divinités en Grèce. Une, c'était pour les aristos, tout ça, c'était Platon, tout ça, qui est Apollon. Ça, c'est un type de divinité. Puis vous avez une divinité populaire. Et cette divinité populaire et féminine est ouverte à tout le monde. Ouverte à tout le monde, c'est très important, parce que le culte d'Apollon, pour y aller, c'était pas n'importe qui y allait, hein. Je veux dire, le chef allait pour interroger le dieu sur ce qu'il avait à faire, la pitié entrait en transe, tout ça, mais c'était juste pour le chef, quoi. En revanche, le culte de Dionysos, qui se tenait quand même tous les ans pendant 8-9 jours, hein, là, c'était tout le monde, et c'était la Grèce. Ça, c'est resté très très longtemps en Grèce, et ça a survécu dans nos campagnes, ça a été combattu, puisque c'est explicite. Si vous avez lu Michelet, vous vous souvenez quand même que Michelet raconte qu'on poursuivait ces cultes dans les campagnes, etc., pendant longtemps, jusqu'au XVIIIe siècle, en fait, on les a poursuivis, ces cultes. Et il est resté des restes de tout ça. Par exemple, il en est resté un, c'est pour ça que je vous raconte tout ça, c'est qu'il en est resté un dans le sud de l'Italie, à Catanzaro, dans les Pouilles. D'ailleurs, il y a un texte là-dessus qu'a publié Philippe, qui est un texte magistral, hein, d'Ernesto Di Martino, qui s'appelle La terre du remords, et où il raconte les rituels de la tarentelle, quoi. La tarentelle, oui, la tarentelle, c'est l'Europe quand même, hein. C'est l'Italie, c'est le sud de l'Italie, c'est la tarentelle. Or, regardez ce qui est devenu la tarentelle. La tarentelle est morte, étouffée par les ethnologues. Il y a des ethnologues dans la salle. J'ai peur. Bon, non, étouffée par les ethnologues, parce que ça avait lieu tous les ans, à une date précise. À la date dite, la ville était envahie, Catanzaro était envahie par une armée d'ethnologues et de jeunes ethnologues et d'étudiants ethnologues qui venaient pour filmer les gens qui allaient entrer en transe. À la fin, ils ont dit oh, ça suffit, et ils sont restés chez eux, quoi. Et puis ça a disparu. Ça a disparu, tué par les ethnologues dont le métier était de les observer. Comme quoi, vous pouvez réfléchir sur la mission des ethnologues. Voilà. Donc, oui, ça existe chez les Européens en tant que potentialité, des dispositifs centrés là-dessus, encore vivaces et qui restent fonctionnels. J'en connais pas, mais comme on en importe plein, ils vont chez les autres, hein. Ils vont dans les dispositifs des autres. J'ai vu, il existe à Paris des soninké qui installent un fétiche au Blanc-Ménil, par exemple, et qui font venir toute une série de gens, et qui font des rituels, et qui sacrifient un animal, et qui rentrent en transe, etc., à Blanc-Ménil. Et de temps en temps, il y a un blanc qui s'y glisse, et un blanc, je veux dire, comme vous et moi, quoi, je veux dire.
C'est-à-dire pas un soninké qui s'y glisse et il se passe des choses pour lui, certainement qu'il se passe des choses pour lui. C'est ça la question que vous posez. Bien sûr qu'il se passe des choses pour lui. Mais des dispositifs prévus pour ça, je pense qu'il n'y en a plus. C'est un problème. C'est un problème, parce que qu'est-ce qu'on fait de nos non-humains? Je ne sais pas. Est-ce que vous en avez déjà des non-humains? Vous voulez la trans sans le non-humain? C'est pas possible. Si c'est ça que vous voulez, c'est pas possible. Mais en France, ce n'est pas non plus dans notre culture de considérer le monde humain comme ça. Je ne suis pas certain de ce que vous dites. Je ne suis pas certain de ce que vous dites. Mais bon. Non, je veux dire, la France, c'est un pays normal. Hein. Il y a plein de non-humains. Non, mais enfin, dans des dispositifs de... Ah, dans les dispositifs, voilà. Ça a disparu depuis longtemps. Mais c'est présent. C'est présent dans les traditions. Ça a été combattu par l'Église. Voilà. Mais le fait que l'Église les a combattus fait qu'ils ont une certaine notoriété. Justement, l'Église les a mis en valeur en disant « Regardez, c'est des trucs diaboliques. Du coup, les gamins, ils ont envie de faire des rituels diaboliques et ils vont dans la forêt de Brocéliande et puis ils se mettent des trucs dans le nez, dans les oreilles, dans les machins, etc. Puis ils se peignent en noir, etc. Bon, c'est-à-dire ils essayent de raccrocher les wagons. Bon, c'est compliqué, mais ils vont finir par y arriver. » Avant de donner la parole, il y avait deux interventions. Finalement, là, on atteint un point qui est très politique, je trouve, c'est-à-dire, finalement, on pourrait être ceux qui ne savent plus se présenter. Ben, si on parlait de Louise Michel, par exemple. Quand tu prends cette... à un moment donné, tu dis, on accueille les enfants comme les étrangers. C'est un moment important dans le film, cette affaire de la comparaison entre les enfants et les étrangers. Ouais. Et finalement, nous, comment on se présente aux autres, quoi. C'est-à-dire que je sais pas, ça c'est quelque chose qu'on rencontre quand on va les sans-papiers, par exemple. Absolument. Quand on rencontre des gens qui sont sans-papiers. Le fait même qu'on les appelle sans-papiers, d'ailleurs, c'est une façon généralisée. C'est une catastrophe. Oui, entre des gens qui viennent du Mali et des gens qui viennent du Vietnam, etc. Qu'est-ce que ce terme commun de sans-papiers, c'est un terme à nous, en fait. Et donc, finalement, le problème, ce serait nous ne savons plus nous présenter, et donc, on fait des catastrophes. Bon, alors, Après, on va donner la parole. Il y a plein de gens qui veulent parler. Oui, c'est vrai que c'est une question de présentation. Hein. Moi, j'ai eu beaucoup de mal. Bon, je vais vous raconter, moi, ce qui m'est arrivé à moi pour ces histoires de présentation. C'est-à-dire que pendant cette consultation, moi, j'ai commencé cette consultation en 1979 à Bobigny. Dans le service de psychiatrie de l'hôpital de Bobigny, l'hôpital Avicenne, qui était dirigé à ce moment-là par Serge Legovici. Vous savez peut-être qui était Serge Legovici, qui est disparu maintenant. Bon, c'était un des grands patrons de la psychiatrie mondiale. Il était à ce moment-là président de l'Association internationale de psychanalyse. Bon, donc on peut lui tirer son chapeau parce qu'un jour il a dit ben, je vais faire venir Tony Nathan dans mon service pour faire une consultation d'ethnopsychiatrie. Alors comme dans ma consultation, moi il y avait 30 personnes, et donc j'étais obligé de prendre le bureau du patron, quoi. Et, bah oui, parce que c'était le seul bureau qui pouvait contenir 30 personnes. Donc le vendredi, je piquais le bureau du patron et c'était moi qui faisais la consultation. Et alors il y avait plein de monde, il y avait des Maliens, des Sénégalais, des gens en boubou, etc. Tout ça dans les couloirs et tout. Et quand même, les Bovici, ils venaient du 13e et il y avait plein de femmes en manteau de fourrure qui étaient en formation psychanalytique dans les couloirs qui erraient, qui disaient mais je croyais que c'était le service du professeur Bovici. C'était l'époque épique, quoi. Bon. Et donc, je faisais cette consultation-là. Et là, dans cette consultation, je peux vous dire qu'un des problèmes, ça a été le premier moment de la consultation. Parce que vous faites rentrer un patient. Je faisais très attention de ne pas recevoir les gens tout seuls. Hein. C'est-à-dire qu'ils ne viennent pas tout seuls. Surtout pas, quoi. Qu'ils viennent avec, je sais pas, des représentants à lui, quoi. Des gens qu'il considère pouvoir le représenter, quoi. Moi, si j'allais voir un psy, je prendrais Philippe avec moi, quoi. Et dis-lui quelque chose, quoi, parce que sans ça, qu'est-ce qu'il va me faire, quoi. Bon, donc, il venait avec des gens, avec des amis, des voisins, des parents, etc. Eux, ils venaient avec plein de gens, et moi, je venais avec plein de gens, donc ça faisait 30 personnes, quoi, dans la salle. Et le premier temps, le premier moment, c'est comment je commence. Au début, je commençais, je croyais que je faisais les choses bien, je disais « Bonjour, je m'appelle Tony Nathan ». Et je voyais la tête du patient en face, quoi. Qu'est-ce que j'en ai à foutre que tu t'appelles Tony Nathan, quoi. Je veux dire, qu'est-ce que ça veut dire? Vous pouvez bien lui faire. Qu'est-ce que ça veut dire, une phrase pareille, quoi. Et d'ailleurs, je me souviens d'un patient kabyle qui m'a répondu « Partout où il y a des gens bien ».
Bon, je trouvais que cette phrase-là, ça a été une leçon pour moi. Partout, il y a des gens bien. Comment je me présente? Évidemment que c'est pas ça qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est pas comment je m'appelle. D'abord, c'est pas comment je m'appelle, c'est comment on m'appelle et qui m'appelle. Qui m'appelle, c'est-à-dire qui m'a mis là, qui m'a mis à cette place où je vais recevoir, qui y a derrière moi, qui sont les forces qui sont derrière moi, qui sont les êtres qui me protègent. C'est ça qu'il veut savoir. Alors je dis, je m'appelle Toby Nathan, il n'a rien à foutre. Je m'appelle Toby Nathan. Donc c'est bien cette question-là. Et en France, on ne sait pas dire ça. C'est-à-dire, maintenant, il y a des relais. Maintenant, il y a des relais. Ces relais ont des billets, mais il y a des relais. C'est-à-dire que quand vous allez voir un psy, j'espère que vous faites ça, avant d'aller voir un psy, vous regardez sur Internet, Toby Nathan, bon, où est-ce qu'il est, qui il a eu comme prof, qui il a eu comme psy, qui il a derrière lui, quoi. Qui il a derrière lui, ben c'est lui que vous allez voir, parce que c'est évidemment pas moi qu'on voit. C'est les forces qui sont derrière moi. Vous comprenez ça? Je sais pas, c'est vous qui me posez la question. Je sais pas qui me posait la question, c'est toi qui me posais la question. Bon, qui y a derrière moi? Bon, voilà, c'est essentiellement cette affaire-là. Et d'ailleurs, dans le pays où je suis né, on ne dit pas comment tu t'appelles. Ça se dit pas, quoi. On dit jamais ça. On dit comment s'appelle ton père. Comment s'appelle ton père? Et bah oui, c'est normal. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a derrière toi? Qu'est-ce qu'il y a derrière toi qui t'autorise à être en face de moi pour répondre à la question que j'ai en moi, quoi. Et là, oui, c'est une vraie question. C'est une vraie question, on ne sait pas le faire. C'est pas le faire. Alors, les gens le font à notre place, ils regardent sur Internet, ils fouillent, etc. Mais bon, évidemment, sur Internet, tu as des bonnes et des mauvaises réponses, quoi. Bon, voilà. Donc, c'est vrai, c'est des vraies questions. Ça, c'est des vraies questions. Par exemple, vous ne voulez pas qu'il tombe sur un article de Rodinesco te présentant? Oui, par exemple. Non, ça c'est pas mal, ça. Moi, j'aime bien ça. L'article de Rodinesco, j'aime bien. Qui c'est Rodinesco, déjà? Comment ça Je voulais savoir, au niveau des trans, est-ce qu'on pourrait pas comparer? Pourquoi vous voulez parler des trans, absolument? Bon, allez-y. Parce que c'était le sujet que... Oui, parce que vous rebondissez sur le sujet, d'accord. Et est-ce qu'en Europe ou dans le monde occidental, on ne peut pas comparer, par exemple, est-ce que les réunions dans les églises, dans certaines églises évangéliques, on ne peut pas comparer ça un peu à des trans? Bon, alors... C'est une question super importante et qui a reçu beaucoup de mauvaises réponses. Alors, je vais vous donner la bonne, évidemment, mais je blague, mais je veux dire, ça a reçu beaucoup de mauvaises réponses parce que on est souvent rentré dans la question des églises évangéliques par le fait que, d'abord les églises évangéliques, vous savez qu'il y en a plein à Paris, qu'il y en a de plus en plus, que souvent elles sont ethniques, c'est-à-dire que les gens d'un même coin, parfois d'un même village, se retrouvent dans la même église, et que donc c'est une église de Dieu ouverte à tout le monde, à condition qu'on soit de tel village, quoi. Et donc, non, mais tout le monde peut y entrer, mais en réalité, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est très spécifique, et c'est de plus en plus comme ça, et je trouve que c'est tant mieux que ce soit comme ça. Pour ce qui me concerne, je trouve que c'est tant mieux, ça fonctionne mieux. Or, quand on regarde ces églises, c'est vrai qu'il y a alors ce qu'on appelle des trans, mais ce ne sont pas vraiment des trans. Parce que la question est, il y a quelqu'un qui se met à parler dans les églises évangéliques. Mais c'est la Pentecôte. Toutes ces églises-là découlent de la théorie de la Pentecôte. Vous connaissez la théorie de la Pentecôte, hein. C'est les langues de feu qui tombent sur les gens, quoi. Hein. Vous savez ça? Quoi, vous avez oublié votre évangile? Ah, mais alors ça va pas du tout. C'est les langues de feu qui tombent sur les gens, et à ce moment-là, on se met à parler. C'est-à-dire que la malédiction de Babel disparaît, et on se met à parler des langues qu'on n'a pas apprises. Et à ce moment-là, on se met à dire des vérités. Des vérités sur quoi? Sur le diable, en fait. C'est ça. Et derrière cette affaire de transe dans les églises évangéliques, il y a le diable. Il y a un être, hein, mais c'est le diable. Le diable est un être spécial. Hein.
un spécial catho, quoi, chrétien, quoi. C'est un être spécial chrétien. Non, c'est vrai qu'il existe ailleurs aussi, mais il n'a pas cette importance qu'il a eue dans le monde chrétien. Il faudrait qu'on en parle longuement. Ces églises-là sont basées là-dessus pour des raisons politiques. C'est-à-dire que tout ce qui appartient à la tradition, c'est le diable. Ils ne font jamais que répéter ce qu'on leur a fait. Hein. Je veux dire que quand on est arrivé en Afrique, on a vu des rituels, des esprits, des diables, des machins, des statuettes, etc. Et on a dit, tout ça c'est le diable. Oui. Mais après on est allé en Amérique du Sud, on a vu d'autres esprits, d'autres statuettes, d'autres rituels, on a dit ça aussi c'est le diable, c'est le même en fait. C'est un seul être qui décrit tous les autres. Tout ce qui est autre, c'est un seul être. En fait, il retrouve sa définition originaire, parce que le diable, quand il s'appelle diable, il est grec. Mais son vrai nom, parce qu'il a un nom sémitique, hein. Satan, Shatan, Shaitan, ça veut dire celui qui est de l'autre côté, quoi, sur l'autre rive. Chat, par exemple, on dit, vous savez, on dit Chat el Arab, le rivage des Arabes. Chat el Arab, ce qui est de l'autre côté, c'est le rivage des Arabes. Shaitan, celui qui est sur l'autre rivage, de l'autre côté du monde, c'est celui-là. Il y en a un seul. Et ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème, et c'est un problème politique. C'est-à-dire qu'on dit aux gens qui viennent de partout, on leur dit, votre tradition, ce qui vous constitue, votre noyau, c'est un autre. C'est Shaitan, c'est le diable, c'est l'autre rive. C'est cette chose-là qui se met en scène dans les églises évangéliques. C'est pour ça, c'est ce qui explique leur succès, et c'est ce qui explique aussi leur importance politique et les conséquences vers lesquelles nous allons à toute vitesse avec le développement de ces églises. Bon, je les connais très très bien, hein. Moi j'ai fait des stages dans les églises évangéliques. Comme Shaitan. Non, pas comme Shaitan, non. J'ai fait des stages comme apprenti chrétien. Apprenti chrétien, j'ai récité les phrases qu'on me disait de dire, j'ai chanté les psaumes avec les autres, et j'ai fait tout comme il faut, hein. J'ai toujours fait tout comme il faut, j'ai fait l'université même, et donc j'ai tout fait comme il faut, mais j'ai vu ce qui se passait, et les premières accusations qu'on fait, j'ai vu ça à Cotonou. On a écrit un livre avec mon camarade béninois à Cotonou sur les églises évangéliques. On était ensemble dans l'église évangélique, et chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui avait un problème, on lui disait, c'est parce que tu es allé voir un guérisseur, et que ce guérisseur t'a donné un objet, cet objet c'est un objet diabolique, c'est pour ça que tu es malade. Trouve le guérisseur, débarrasse-toi de ton objet, débarrasse-toi de ta tradition, débarrasse-toi de ton noyau, et viens rejoindre les chrétiens. C'est pour ça que c'est une possession, mais c'est une possession particulière. Elle ressemble à nos possessions démoniaques du XVIIe siècle et du XVIIIe siècle, hein, de ce point de vue-là. Alors, on appelle ça du même nom. C'est le contraire de ce que je présente dans le film quand je parle, parce que la possession diabolique, c'est on reconnaît un être pour le chasser. La possession dont je parle là, dans le film, là, c'est on reconnaît un être pour l'inviter, pour lui dire « Pourquoi tu viens comme ça, t'es à l'extérieur de nous? Viens donc t'installer dans notre village, viens avec nous, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que t'aimes? Le sang, on va t'en donner du sang. T'aimes le lait? Parce qu'ils aiment le sang et le lait. Hein. Bon, je sais pas pourquoi. Ils aiment les rubans aussi. Hein. Alors on leur donne des rubans. Bon, ils aiment plein de choses comme ça. Et qu'est-ce que tu veux encore? Des rubans de quoi? De taffetas noir? Tu veux des rubans de taffetas noir? On va t'en apporter. Reste avec nous. C'est exactement le contraire. Alors que les possessions des églises évangéliques, c'est on a reconnu un être qui vient d'un autre monde, on va le chasser au nom de Jésus. Va-t'en, je ne veux plus te voir au nom de Jésus. Je peux vous la faire, hein, je l'ai déjà fait. Je peux vous mettre en transe si vous voulez, pour chasser le diable qui est en vous, si vous voulez. Mais c'est pas une transe, ça. Je considère que ça, c'est pas une transe. C'est une mise en scène de la renonciation au noyau. C'est autre chose. C'est clair ce que je vous dis? Merci. Il y avait une intervention ici encore. Et ce serait peut-être bien que Catherine Gransart ou Nathalie, bah oui, il faudrait qu'ils disent quelque chose. Vous donniez votre point de vue sur ce qui se passe au centre d'Evreux maintenant, le type de patient pour ce allez-y. Moi, je pense que depuis un certain temps, bon, on peut dire que
de nombreuses années, pas mal de gens qui viennent ici, non juristes, qui traversent la mer, et qui finalement se retrouvent ici. Qui vous êtes-vous? Moi, je suis personne. J'ai déjà entendu cette réponse. C'était dans la littérature déjà. Non, mais je m'appelle Patrick, mais je suis personne, donc ça me rend. Bon, en tout cas, ce que depuis un long moment, je me dis, mais quand même, tous ces gens qui viennent ici, j'aimerais bien qui finalement se font appeler des sans-papiers, quel remue-ménage dans leur cerveau, comme quand ils traversent et qui finissent par, on a entendu récemment, qui finissent par se sauver, qu'est-ce qui se passe du point de vue psychologique? Qu'est-ce qui se passe aussi chez les femmes? Il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent seules, qui elles restent à la maison avec leurs enfants, qui n'ont pas... L'homme, au moins, il sort, il vous renvoie, il voit d'autres gens dans son boulot, parce qu'il arrive à travailler. Elle travaille aussi, mais chez elle, entourée dans son monde, c'est fermé, c'est presque fermé, je veux dire. Comment ça se passe, du point de vue psychologique? J'aimerais bien avoir la vie d'un Il y a une autre intervention, d'ailleurs, on va prendre plusieurs interventions. Bonsoir, je suis sensible à ce que vous dites sur la représentation, comment on se présente. Moi, je suis enseignante, et donc, en tant qu'enseignante, je représente moi-même mon métier, mais aussi un État. Enfin, l'État. Quelque chose d'autre. Et vous avez parlé de votre intervention de technopsychiatre auprès de jeunes, envoyés, je crois, par la PJJ. Enfin, dans le film, il fait allusion à ça. Dans les consultations, il vous est arrivé, vos partenaires, vos collaborateurs, vos amis, de recevoir des jeunes envoyés par la PJJ. À ce moment-là, ces jeunes ne sont pas des naïfs. Et donc, d'une certaine façon, vous représentez quelque chose. Et je me demandais, qu'est-ce que vous représentez? Est-ce que si vous êtes arrivé, c'est juste une question, est-ce que vous êtes arrivé que les jeunes vous renvoient l'idée, en fait, vous êtes le sorcier, enfin, vous voulez comment dire, me faire passer de l'état de sauvage, hein, chasser le démon qu'on me reproche d'être, pour vous, pour vos intérêts. Est-ce que vous avez déjà eu un jeune, dans ces consultations-là, vous renvoyant cette image-là, c'est-à-dire refusant de vous écouter, refusant de rentrer dans ce que vous proposez avec cette idée-là? Donc je ne passerai pas par vos processus de désensorcellement en quelque sorte. Enfin, je ne sais pas si je m'exprime mal, mais... Non, ça va, vous exprimez très bien. Il y a d'autres interventions? Oui, une autre intervention. La question porte, c'est un peu esquissé dans le cas de la famille réunionnaise sur la question des ancêtres et des choses comme le culte des ancêtres. Si vous pouvez nous en dire un peu plus sur le sujet. C'est pas un petit. C'est pas une petite autre question. intervention dans le fond. C'est fait exprès. Levez la main pour qu'on vous voit. Voilà. Assez fort. Une question sur les espaces créés par l'intégration d'autres traditions. En France, par exemple, pratique, je sais pas, yoga, autre, et comment ces espaces de pratique... Attends, il faut que vous parliez plus proche, on ne vous entend pas ici. Ces espaces de pratiques savantes que vous avez... Des pratiques savantes. Oui, vous avez parlé de ça pour avec croyances, et je voulais savoir comment celle-ci, quel regard est porté pour des personnes qui les ont et qui sont reconstituées en France dans d'autres cadres, et comment c'est abordé en fait. En France? Comment par exemple, quel rôle ça joue? Je donne un exemple très bête, hein, vous m'excusez ma naïveté, mais pour un Indien immigré qui arrive dans un monde occidental qui pratique le yoga tout d'un coup. Et du coup, comment des pratiques savantes intégrées à un autre système? Le yoga, ça va. Hein. Oui, non, petit démon. Et comment s'intègrent les gens? Il y a d'autres interventions? Oui, Anthony voulait dire quelque chose. Anthony. Catherine, rien? Vous ne voulez pas intervenir? Si? Catherine. Oui, Catherine, elle veut intervenir. Ouais. Voilà. Catherine, au fond. Qu'elle parle fort. C'est quoi la commande? Je vais poser une question. Non, tu vas intervenir pour expliquer ce que vous faites, comment le film... intervenir sur la question des sans-papiers, la PJJ, tout ça, un petit peu. Une des choses
ce qu'on a remarqué, c'est que c'est vrai que les personnes qui sont en situation irrégulière ont souvent des parcours incroyables. Ce sont souvent des gens qui, pour moi, sont presque des héros, quoi. Hein, c'est des héros. À des épreuves multiples. C'est des héros. Et ce qu'on remarque souvent, c'est que si on arrive à les accrocher, à entrer en relation avec eux, avec quelqu'un qui parle la langue et qui connaît leur monde, ils ont souvent attrapé des nouveaux êtres en chemin. Et donc ils sont partis parfois déjà avec des choses compliquées chez eux, mais quand ils sont arrivés chez nous, ils ont des nouvelles manifestations que eux-mêmes parfois ne comprennent pas et qui les font beaucoup converger, chercher, les paralysent, les effraient, etc. Et on travaille beaucoup sur ces choses-là dans les consultations. Par rapport aux jeunes qui pourraient refuser les propositions qu'on leur fait dans le cadre de la PJ, par exemple, c'est vrai qu'il y a tout un travail de, je sais pas si on peut dire apprivoisement, ou de présentation mutuelle pour gagner la confiance. C'est pas un acquis, c'est pas une donnée. Le fait d'avoir quelqu'un qui parle la langue n'est pas suffisant. Il y a tout un travail aussi de comment les intéresser, parce que surtout des jeunes qui ont un long parcours dans les institutions déjà, ils sont rompus à ces rencontres et ils se disent encore des gens qui viennent venir me casser les pieds, me poser des questions. Poser des questions, c'est toujours poser des questions. Me dire ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Donc nous, pour qu'il se passe quelque chose, parfois il ne se passe rien et on n'arrive à rien, hein, ça arrive. Quand il se passe quelque chose, c'est qu'on a réussi à entrer en relation avec eux sur un autre registre qui les intéresse. Et là, ils se disent, ah, voilà une rencontre. Voilà des gens avec qui je peux parler et il risque de se passer quelque chose pour moi. Donc ça ne va pas se poser en termes de je refuse d'être désensorcelé ou je refuse d'être... Mais ça peut commencer par vous êtes encore une bande d'adultes qui viennent nous emmerder, et nous faire la morale une énième fois. Qu'est-ce que vous avez nous à nous offrir? Voilà. Nathalie va intervenir. Oui, enfin, je vais dans le sens de ce que dit Catherine. En fait, on prend aussi des positions, comment dire, où on pense que les jeunes qu'on reçoit, c'est aussi, on a vu ça avec les familles tziganes dont on s'occupe depuis longtemps, des tziganes de France, des manouches, ou alors des gens qui arrivent des Roms de Roumanie, Bulgarie, enfin bref. Avec l'idée aussi que ce sont des gens, enfin c'est ce que dit Toby au début du film, c'est des gens qui sont pleins de force. Des fois c'est des forces, comment dire, des fois leurs dieux ne sont pas les mêmes que les nôtres, n'ont pas les mêmes intérêts que les nôtres, et effectivement on est en face de jeunes, ou de un peu moins jeunes, qui arrivent avec d'autres propositions. Et donc on est là pour essayer de construire une entente, un monde commun, un apprivoisement, comme disait Catherine, mais réciproque. Donc c'est pas toujours, c'est pas aisé, c'est pas donné, et il faut négocier, et des fois on est en face de gens qui sont très très forts, qui ont l'air d'être des pauvres gens, mais au fond qui ont leur force, mais leurs forces elles sont peut-être pas toujours dans le sens des nôtres, et donc ça devient très intéressant, très difficile, et voilà. C'est ça que je voulais rajouter. On va donner la parole à Toby pour conclure, peut-être. Il y a une chose qui me frappe, c'est que finalement, les gens sont... Dans le film qui est sorti sur Georges Devreux, qui s'appelle Jimmy P. Un Indien des Plaines, c'est pas un film sur Georges Devreux. Sur toi, oui. C'est un film sur Roudinesco. Oui. On voit justement, à un moment donné, il a ce problème. C'est-à-dire l'Indien ne veut parler avec personne. Et Devreux crée de l'intérêt en lui disant comment on vit dans ta langue, à un moment donné. Et ça commence à se dire dans ta langue. À un moment donné, il a créé de l'intérêt réciproque, quoi. Et Devreux se met en situation d'apprendre des choses. C'est-à-dire. Et là, je trouve que c'est finalement un point important, c'est on a l'impression, enfin je ne sais pas si j'ai raison, mais que vous ne prenez jamais les gens, enfin, quels que soient les gens qui viennent vous voir, vous les prenez tous sous l'angle de leur richesse, quoi. De là où ils sont riches, pas là où ils sont victimes, pas là où ils sont
dépossédés, pas là où ils sont pauvres, mais là où ils apportent quelque chose, enfin, là, leur point fort, quoi. Finalement, parler de leur point fort. J'ai le sentiment qu'il y a un peu ça. Je te laisse conclure. Bon, alors, c'est une belle introduction. Je vais dire un mot sur le film JP, parce que là, tu es venu titiller sur une affaire qui est une affaire importante. Je trouvais que c'était vachement bien qu'on ait fait un film sur Georges Devreux, où Georges Devreux est un personnage du film, quoi. Personnage essentiel, puisqu'il y a deux personnages, il y a l'Indien et Georges Devreux, vous l'avez vu, non? Ouais. Donc, ça, c'est un événement, Georges Devreux, je peux vous en parler pendant des heures, ça a été mon maître, j'ai bossé avec lui 10 ans, j'ai plein de choses à dire sur lui, mais c'est peut-être pas l'endroit. On n'a peut-être pas le temps de dire tout ça, mais bon, cette affaire-là est une affaire qui est au-delà de la question que tu poses, elle est bien plus complexe que ça, quoi. C'est-à-dire, vous avez un être qui arrive et qui est... il y a quelque chose qui est incompréhensible dans le film, hein. J'imagine que ceux qui ont vu le film, je ne sais pas si vous avez compris, quoi, c'est incompréhensible. Si vous n'avez pas lu le bouquin, c'est incompréhensible, quoi. C'est-à-dire que ce patient, c'est 1947, ça se passe en 1947, c'est juste après la guerre. Il a ce qu'on appelle une névrose de guerre, une névrose traumatique. Et il y en avait 50 000 après la guerre, 50 000. Pensez bien qu'ils savaient faire, hein, les psychiatres américains. Ils savaient très bien faire, il n'y avait aucun problème technique, hein. C'est pas pour ça qu'on appelle Devreux. On n'appelle pas Devreux parce que ce patient a une névrose traumatique. C'est à pisser de rire, quoi. Ils savent ça sur le bout des doigts. Ils ont inventé des techniques pendant la guerre. Je peux vous raconter les techniques pour les pilotes de bombardiers qu'ils ont inventées à ce moment-là, pendant la guerre. Donc ils savent très très bien faire avec une névrose traumatique. Ce qu'on a appelé par la suite PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder. Et cette chose-là, ils connaissent très bien. C'est pas ça le problème. C'est que ce patient rêve tout le temps. C'est ça le problème. Et le titre original de Devreux, du livre de Devreux, c'est Reality and Dream. Rêve et réalité. Enfin, réalité et rêve, quoi. Et pourquoi? Parce qu'il rêve tellement qu'à un moment donné, il ne sait pas s'il est dans son rêve ou s'il est dans le monde. Alors, les psychiatres, à ce moment-là, regardent l'Indien et disent, parce qu'ils ont une culture anthropologique aussi, ils sont quand même un peu d'un niveau supérieur à nos psychiatres actuels, ils ont un peu une culture anthropologique, et donc, j'espère qu'il n'y a pas de psychiatres dans la salle qui vont manquer vers, ouais, bon. Donc ils ont une culture anthropologique, et ils disent, oui, on sait que les Indiens, c'est vrai ça, hein, quand tu demandes à un Indien de raconter un rêve, ça prend minimum 3 quarts d'heure, le récit du rêve, hein. Je ne sais pas si je demande à Philippe de me raconter un rêve, ça va prendre 3 minutes, quoi, 5 minutes, maxi, quoi. Un Indien, c'est minimum 3 quarts d'heure, souvent 2 heures, 3 heures. Il raconte le rêve, le contenu du rêve, parce qu'il rentre dans le rêve, il va dans le rêve, il s'en va, il raconte des trucs et des trucs et des trucs. Et ça, c'est un rêve. Donc ils disent, c'est ça la question qu'ils posent, c'est est-ce qu'il rêve comme ça parce qu'il est indien ou parce qu'il est schizophrène? La question, c'est le rêve. C'est pas la névrose traumatique. C'est là où il y a une déviation du texte de Devreux, parce que Devreux, évidemment, il pose la question, c'est est-ce qu'il rêve comme ça parce qu'il est indien ou parce qu'il a un problème psy? Et c'est là qu'on demande à un spécialiste de venir. Et là, la façon dont travaille Devreux, c'est un bel exemple que tu évoques là, parce que la façon dont travaille Devreux, où il dit « Bonjour, je m'appelle Georges Devreux, je suis français, ce qui est un mensonge. » Parce qu'il n'a jamais été français, hein, Devreux. Il était hongrois, ensuite il était américain, mais il n'a jamais été français. Il a toujours voulu être français, mais il n'est jamais devenu. Donc, bonjour, je m'appelle Georges Devreux, c'était pas son nom d'ailleurs, il ne s'appelait pas Devreux. C'est pour ça qu'il se faisait passer pour français. Devreux, genre je suis Devreux, tu vois. Bon. Pas du tout, il n'était pas comme ça, il ne s'appelait pas comme ça. Et il dit bonjour, je m'appelle Devreux, je suis français. Mais après, il lui dit j'ai fait une étude chez les Indiens Mohaves. Et il se présente comme ça. C'est comme ça qu'il se présente Devreux. Il dit j'ai fait une étude chez les Indiens Mohaves et je sais plein de choses des Indiens que m'ont raconté les Mohaves. Or, les Mohaves, c'est à l'autre bout, hein. C'est-à-dire que l'Indien en question, c'est un Blackfoot du Montana.
Montana, c'est quasiment le Canada, quoi. Et lui, il a travaillé chez les Mohawks de l'Arizona, c'est la Californie, quoi. Donc, ça n'a rien à voir, mais il dit ça à l'Indien, et l'Indien dit, ah, c'est presque un Indien. C'est presque un vieil Indien. Alors, je vais lui dire des choses. La présentation est fondamentale hein, dans cette affaire. Et ça, c'est bien montré dans le film. Hein. Mais il n'accorde pas l'importance qu'il faut à ça. Mais c'est montré dans le film, c'est bien dit dans le film. Et ensuite, il lui dit, comment tu t'appelles? Et l'autre dit, je m'appelle Jimmy Picard. Il dit, non, non, mais ton vrai nom, ton nom indien. C'est la première chose que je fais. Moi, encore aujourd'hui, je fais ça. Hein. Comment tu t'appelles? Quel est ton nom, ton vrai nom, quoi? Et après, on ouvre un nom. Comment tu t'appelles? Pignard. Pignard, ça n'existe pas, Pignard. Ça doit être Pineiro. Pineiro, c'est un nom portugais, ça. Portugais. Pourquoi est-ce que tu as un nom portugais alors que t'es... Bah, c'est pas possible. Orléans, il y a des portugais à Orléans? Qu'est-ce que c'est? Bon. Et hop, on commence, on ouvre le nom, on décoquille le nom. Et ça, De Vreux le fait parfaitement, et on voit très très bien ça dans le film. Et ensuite, il lui dit, comment on dit cette chose qui t'arrive dans ta langue? Ça, cette chose est fondamentale. Vous savez que ces trois questions-là, qu'on vient de décrire, qui sont dans le film, hein, c'est pour ça que je trouve que ce film est très beau, hein, même s'il y a des erreurs théoriques, hein, c'est pas des erreurs de film, hein, c'est un très beau film. Hein. Même s'il y a des erreurs théoriques, il a gardé l'essentiel, parce que ces trois questions constituent la base même de la consultation des troubles psychiatriques, c'est-à-dire, eh ben, écoute, d'où je viens, moi, qui je suis, quoi. Je me suis fait casser la tête par les Indiens Mohawks, donc je peux t'écouter, quoi, parce que je viens de chez les Mohawks. Ah ouais, ah d'accord, ah bon, je peux te parler alors. Comment tu t'appelles? Comment on dit ça dans ta langue? Qu'est-ce que ça veut dire ton nom dans ta langue? On va décoquiller le nom, on va l'ouvrir, on va essayer de savoir ce qu'on disait de nazi tout à l'heure. Par exemple, moi je recevrais Goebbels, je lui dirais nazi, ça vient de l'hébreu. Vous voyez, ça commence bien. Alors là, je peux Bon, Goebbels, il n'est pas venu me consulter. Bon, dommage, parce que peut-être que j'aurais évité bien des ennuis à l'humanité, vous voyez. Bon, non, je blague. Hein. Bon. C'est des choses comme ça, on décoquille les choses et on rentre là-dedans comme ça. Bon, ça c'est la première réponse. Maintenant, je voudrais dire quelque chose sur le fond. Parce que moi, je suis très honoré de participer à ce débat dans la société Louise Michel. C'est comme ça que ça s'appelle, Louise Michel. Non, je gardais le Louise Michel, parce que Louise Michel, pour moi, c'est un étendard, c'est pas seulement un nom, c'est un étendard. Donc, je suis touché, je suis impressionné. Et en même temps, je me dis, qu'est-ce que j'ai à dire sur le fond de l'affaire, sur ce qui nous arrive à nous ici aujourd'hui. Or, ce qui nous arrive à nous, et ça m'a intéressé beaucoup, parce que ce que vous avez retenu du film, c'est cette notion de possession. Or, cette notion de possession, vous voulez me faire taire, c'est comme le perruche en étant la lumière mystère. Qu'est-ce qu'on a retenu de ce film? Quand vous avez posé des questions, vous avez posé des questions sur la possession. Or, la possession, au-delà de ces techniques particulières du corps, de machin, des danses, des trans, des machins, etc., au-delà de tout ça, elle contient un énoncé, une prémisse intellectuelle. Et cette prémisse intellectuelle, c'est qu'il existe des autres. Vous ne savez même pas qu'il existe des autres. Je veux dire, vous, j'en sais rien, je ne vous connais pas personnellement, je veux dire, mais en général, en France, on ne sait pas qu'il existe des autres. On ne le sait pas. C'est-à-dire que des autres qu'on rencontre, on pense que ce sont des semblables. C'est-à-dire, je les regarde et je dis, c'est des êtres humains. Bon, ils sont sans papier, mais pour le reste, ils sont pareils que moi. La question n'est pas là. La question, c'est quels sont les non-humains pas semblables qu'ils véhiculent avec eux. Et ça, on pose la question de l'altérité. Or, la question de l'altérité véritable, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'un autre? Pourquoi ça m'intéresse de rencontrer un autre? Pas parce que c'est un semblable, quand même, il ne faut pas déconner, quoi. Si ça m'intéresse de rencontrer un autre, c'est parce que c'est un autre, quoi. Le mec qui dit, je veux rencontrer un autre parce que c'est mon semblable. Il faut être débile, quoi. Donc, c'est pas la peine, je vais rencontrer un semblable à ce moment-là. Pourquoi est-ce que je vais rencontrer un autre? Si je vais rencontrer un autre, c'est parce que c'est un autre. En quoi il est un autre? Où est-ce que je reconnais qu'il est autre?
quelle est son altérité? Et la question de la possession, c'est cette question-là qui est posée physiquement et depuis la nuit des temps, quoi. Et c'est cette question-là, et c'est marrant parce que c'est cette question que vous avez relevée tous, vous êtes venus me chercher sur la possession, sur la transe, sur comment est-ce qu'on présentifie cet autre dont on ne sait rien par définition, puisque c'est un autre. Je veux dire, qu'est-ce que vous savez des esprits de la brousse? À quoi ça ressemble? Ça a des écailles, ça a des poils, ça a des antennes, comment ça marche, ça nage, ça fait quoi un esprit de la brousse? On n'en savait rien. Et je vous rassure, moi non plus. Hein. C'est de voir quelqu'un possédé par un esprit de la brousse qui va nous renseigner un peu sur ce qu'est cette altérité radicale. Or, ce respect de l'altérité, c'est ça la rencontre avec l'étranger, et c'est au fond la question politique, la vraie question politique que pose l'ethnopsychiatrie. Et en ça, c'est une question, vraiment, une question politique. Je pense que tous nos politiques ne savent pas poser la question de l'altérité. Ils disent, regardez, il faut s'en occuper parce que c'est nos semblables. Non, c'est pas un problème. Alors on leur répond, mais on a plein d'autres semblables chez nous dont il faut s'occuper. Pourquoi est-ce qu'il faudrait s'occuper de semblables dissemblables un peu, quoi? Mais c'est débile. Donc il nous faut... En revanche, si tu dis, ouais, mais si tu t'occupes d'un autre, radicalement autre, alors tu connaîtras des choses d'un autre monde dont tu ne sais rien. Et ça, bah, pour entrer en relation avec ça, il n'y a que la transe. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci à toi.